l'aspect en rosette, bien l'aspect herpétiforme. Ici, l'aspect en rosette est très net. Ça ressemble à des bouquets de fleurs. C'est ce qu'on appelle aspect herpétiforme. La topographie, donc c'est surtout les phases d'extension des membres, parfois les coudes, les genoux, l'épaule, la nuque. L'atteinte des muqueuses est fréquente sous forme de stomatite vésiculeuse qui peut être érosive ou bien purpurique. Et classiquement, les lésions n'évoluent pas vers des cicatrices dystrophiques. Les cicatrices dystrophiques laissent ce qu'on appelle une évolution irréversible sous forme de cicatrices en creux. Quelles sont les explorations demandées quand vous suspectez une dermatite herpétiforme? Vous avez l'histologie qui mettra en évidence des micro-abcès à polynucléaires neutrophiles au sommet des papilles dermiques. Vous avez l'IFI qui est négative, l'immunofluorescence directe, mais en exergue des dépôts granuleux d'IgA et de C3 au sommet des papilles. L'ELISA va confirmer le diagnostic en mettant en évidence des anticorps anti-transglutaminase et anti-endomysium. On peut demander ce qu'on appelle une fibroscopie gastro-duodénale avec des biopsies au niveau du deuxième duodénum qui permet de mettre en évidence l'atrophie vésiculaire qui se manifeste sous forme d'un infiltrat lymphocytaire épithélial. Dans le cadre de la prise en charge, c'est la dapsone. Vraiment, quand vous suspectez la dermatite herpétiforme, vous pouvez faire ce qu'on appelle un test thérapeutique à la dapsone sans pour autant attendre les résultats des explorations. Vous donnez la dapsone en raison de 2 mg par kilo par jour. Donc, vous avez une régression spectaculaire des lésions. Et surtout dans le cadre de la prise en charge, il est important de faire un régime sans gluten. On sait que le gluten seul peut déclencher les manifestations cliniques de la maladie. Donc, c'est une dermatose bulleuse qui se manifeste sous forme des vésiculobulles en rosette, qui s'accompagne souvent d'une entéropathie au gluten, qui se manifeste sur le plan clinique par un syndrome de malabsorption. La pemphigoïde bulleuse, c'est la dermatose bulleuse la plus fréquente chez les sujets âgés. Un sujet âgé au-delà de 103 ans, au-delà de 100 ans, qui présente des bulles, il s'agit d'une pemphigoïde bulleuse dans 90% des cas. Chez les enfants, l'APB, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Très rare, très rare. Et les particularités de l'APB de l'enfant, c'est surtout l'atteinte de la muqueuse buccale, qui est réputée moins fréquente chez les personnes âgées. Les bulles sont prurigineuses, tendues, avec une atteinte acrale, c'est-à-dire la topographie au niveau des extrémités, c'est-à-dire le visage, les mains et les pieds. Mais il s'agit d'une maladie qui est très, 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 très rare chez les enfants. Comme on le voit sur cette image, vous avez ce qu'on appelle des bulles au niveau des extrémités, parfois associées à des lésions urticariennes. Donc, pensez à la PB, mais il s'agit d'une maladie vraiment très rare chez les enfants. Donc, sur le plan clinique, on demande l'hémogramme. Au cours de l'hémogramme, on peut observer une hyperéosinophilie qui est supérieure à 2000. Donc, l'hyperéosinophilie est tissulaire et sanguine, mais non toxique, c'est-à-dire ne s'accompagne pas d'atteinte viscérale. L'histologie cutanée va mettre en évidence des bulles sous-épidermiques associées à un infiltrat à polynucléaire neutrophile et éosinophilique. L'immunofluorescence directe mettra en évidence des dépôts linéaires d'IgG et de C3 au niveau de la jonction. Et l'IFI va objectiver la présence d'anticorps antimembrane basale. Je rappelle, l'IFI est disponible à Dakar. L'ELISA va objectiver également des anticorps anti-PB180 et les anticorps anti-PB230. Sur le plan de la prise en charge, vous donnez la corticothérapie à raison de 1 mg par kilo pendant 1 mois. Si le tableau clinique s'améliore, on peut faire le relais de manière dégressive avec d'autres médicaments tels que les dermocorticoïdes. Et s'il y a une contre-indication à la corticothérapie, on peut recourir au méthotrexate également, ou bien parfois au dermocorticoïde seul. L'épidermolyse bulleuse, affection également très rare chez les enfants. Seuls 35 cas sont rapportés dans la littérature. Je n'ai jamais vu d'épidermolyse bulleuse acquise chez les enfants au Sénégal pour le moment. Sur le plan clinique, il y a 2 types de phénotypes. Il y a la forme chronique et la forme inflammatoire. Dans la forme inflammatoire, ça ressemble à tout point de vue à une PB, à une pemphigoïde bulleuse. Et il faut savoir que cette affection peut s'associer à la maladie de Crohn,
à la polyarthrite rhumatoïde, au lupus, mais également au lymphome. Et les lésions prédominent surtout au niveau des zones de contact, c'est-à-dire des zones qui sont exposées au traumatisme. Et vous avez une cicatrisation dystrophique des lésions, contrairement à la PB, contrairement à la digale ou bien à la dermatite herpétiforme. Quels sont les éléments qui vous permettent de poser le diagnostic? C'est l'histologie cutanée. Vous aurez les mêmes résultats que la pemphigoïde bulleuse. Vous avez l'immunofluorescence directe, mais également vous avez l'immunoblotte qui permet de mettre en évidence l'anticorps anticollagène de type 7. Le traitement est très difficile. Le traitement est très difficile. Dans les formes modérées, on peut recourir aux dermocorticoïdes, à la colchicine, à la dapsone ou bien à la salazoprine. Dans les formes très graves, c'est la cyclosporine ou bien le rituximab, qui est un anticorps anti-CD20. Parfois, on peut recourir à la chimiothérapie extracorporelle. Et dans les formes réfractaires au traitement, on peut instaurer la corticothérapie par voie générale. Le pemphigus vulgaire, c'est une dermatose bulleuse intraépidermique. C'est une maladie qui est très fréquente chez les enfants. Il y a 2 mois, j'ai posé 2 cas de diagnostic de pemphigus vulgaire chez les enfants. Donc, il est très fréquent chez les enfants. Il y a la forme néonatale qui se manifeste par des bulles palmoplantaires. Donc, quand vous observez un nouveau-né qui présente des bulles au niveau des paumes et des plantes, interrogez la maman. Est-ce que la maman est suivie pour pemphigus? Si oui, vous avez le droit d'évoquer ce qu'on appelle le pemphigus néonatal. Mais le tableau clinique régresse à l'espace de 6 mois du fait de la disparition des anticorps ou bien de l'élimination des anticorps maternels. C'est dans la forme de l'enfant, c'est une affection qui n'est pas rare. Et sur le plan clinique, l'atteinte de la muqueuse précède l'atteinte cutanée de plusieurs années. Donc, j'ai reçu 2 cas de pemphigus vulgaire à début muqueux. Les lésions sont électivement localisées au niveau de la muqueuse buccale. Donc, c'est un enfant qui a vu beaucoup de pédiatres, prescription de bain de bouche. L'évolution est non favorable pendant des mois. Orienté chez le stomato, examen des dents, rien du tout, prescription de bain de bouche, l'évolution est non favorable. Quand je l'ai vu, il suffit juste de voir la présentation clinique pour évoquer le diagnostic. Parfois, on peut recourir à d'autres explorations. La muqueuse buccale est la plus fréquente et les lésions se manifestent sous forme d'une érosion extensive qui touche les lèvres, le palais, les gencives, mais également la muqueuse endogigale. Lorsque le diagnostic n'est pas posé à ce stade, donc je répète, l'atteinte de la muqueuse peut évoluer depuis plusieurs années. Donc, sur le plan clinique, on a ce qu'on appelle des bulles, mais qui sont flasques parce que l'atteinte est intraépidermique. Ces bulles sont fragiles et laissent rapidement place à une collerette épidermique. Ces bulles peuvent confier, donnant ce qu'on appelle de vastes décollements à contour polycyclique. Et quand vous faites le signe de Nikolsky, ici, le signe de Nikolsky est positif parce que l'atteinte est intraépidermique. Voyez ici. Donc, vous avez ce qu'on appelle des érosions vraiment traînantes au niveau de la muqueuse buccale, d'évolution chronique, gênant l'alimentation et qui, à long terme, peut être source de dénutrition. Vraiment, ces malades font souvent la navette de plusieurs médecins sans pour autant que le diagnostic soit posé. Donc, lorsque vous avez un enfant qui présente des érosions au niveau de la muqueuse buccale d'évolution traînante, pensez au pemphigus vulgaire à début muqueux. Lorsque s'y associent les manifestations cutanées, le diagnostic est beaucoup plus aisé parce que vous avez ce qu'on appelle des bulles flasques. Des bulles flasques. Quand vous appuyez, la peau décolle parce que l'atteinte est intraépidermique. L'histologie va mettre en évidence ce qu'on appelle une acantholyse. L'acantholyse, c'est quoi? C'est la perte de l'adhésion entre les kératinocytes et un clivage intraépidermique suprabasal. Vous avez l'immunofluorescence directe qui permet de mettre en évidence l'aspect en maille de filet, qui est très caractéristique du pemphigus vulgaire. Les anticorps, vous avez l'IFI, l'immunofluorescence indirecte, qui va objectiver des anticorps anti-substances intercellulaires, qui est très caractéristique de la maladie. Et enfin, vous avez l'ELISA, qui va montrer des anticorps anti-desmogléine 1 et anti-desmogléine 3. Dans le cadre de la prise en charge, c'est surtout la corticothérapie, 1 mg, 1,5 mg, parfois 2 mg par kilo par jour. Lorsque le tableau clinique est très sévère, on peut recourir au bolus.
Parfois, dans les formes réfractaires, vous avez ce qu'on appelle l'imurène, vous avez le métaux, mais surtout le rituximab qui donne d'excellents résultats.